Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à cette première conférence 2023 du pôle culture et du centre universitaire. De manière à rendre la chose peut-être un peu plus interactive et de manière à susciter aussi des questions de votre part, on a imaginé avec Bouata Malela ici présent un jeu de questions-réponses un peu à bâton rompu autour de la question de faire de la recherche en études littéraires au XXIe siècle, enjeux et perspectives. Et donc, bien entendu, vous aurez l'occasion tout à l'heure de participer vous-même en posant des questions sur les enjeux et les perspectives que nous aurons, que Bouata aura dessinées devant nous. Alors je suis très heureux, cher Bouata, de te recevoir. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis l'année 2014, je crois. Date de ton arrivée, donc quand tu es arrivé au centre universitaire, tu étais donc déjà maître de conférence, puis responsable du département Lettres et Sciences Humaines en 2015, je crois, et tu as poursuivi ton parcours académique en passant l'habilitation à diriger des recherches, peut-être tu pourras nous expliquer de quoi il s'agit, en 2019, puis tu es devenu donc professeur des universités en décembre 2022. Donc je souhaiterais dire le plaisir qui est le mien de te recevoir aujourd'hui, et notre volonté d'en savoir un peu plus sur le métier de chercheur, parce que c'est vrai que quand on n'est pas soi-même chercheur, c'est un domaine qui, peut-être d'une certaine manière, est empli de mystères. On aimerait bien savoir au quotidien la vie d'un chercheur, et puis aussi mieux saisir sans doute les enjeux de la recherche en études littéraires à notre époque, au XXIe siècle, et peut-être aussi sur le territoire, à Mayotte, et dans l'archipel des Comores, et dans la région. Est-ce que peut-être on peut commencer par une présentation de ta part de ton chemin académique et peut-être aussi personnel, d'une certaine manière, qui t'a conduit ici, et comment tu te situes par rapport à ton travail de recherche ici sur le territoire. Merci beaucoup Jean-Louis pour ces questions, et merci également de me recevoir et de me donner l'occasion de m'exprimer au sujet de la recherche. Et puis, alors en effet, une recherche s'inscrit dans un parcours, et ce parcours-là, c'est l'histoire, c'est une histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général et plus collectif. En effet, j'ai fait mes études en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, si on prend ce point de départ, où j'ai étudié les philologies romanes, et c'était donc en gros de la littérature, de la grammaire, de la linguistique de façon plus générale. Et donc il était possible pour les personnes qui avaient ce parcours-là de soit bifurquer en linguistique, en faisant un mémoire, ou alors en littérature, ou alors un mémoire de philologie, donc une étude de texte. Et donc on avait plusieurs possibilités de le faire en français ou dans d'autres langues romanes. Et donc moi j'ai choisi de me spécialiser en français, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un doctorant qui était congolais et qui travaillait sur les littératures du Congo en français. Donc j'ai lu sa thèse, et c'est là que j'ai découvert qu'il existait une littérature francophone qui n'était pas confinée à l'Hexagone ou à la Belgique francophone. Donc c'est comme ça que progressivement je me suis mis à m'intéresser aux littératures francophones, mais à l'Université libre de Bruxelles, il n'y avait pas d'enseignement de littérature francophone, et donc j'ai commencé à lire tout seul, et j'ai fait un mémoire sur Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, et ensuite j'ai travaillé avec Paul Aron, qui est directeur de recherche à l'équivalent du SNRS en Belgique, qui s'appelle le FNRS, le Fonds National de la Recherche Scientifique, et donc en fait il m'a un peu formé comme un chercheur indépendant, consacré uniquement à la recherche et pas du tout à l'enseignement. Donc j'avais jamais donné cours pendant que j'étais doctorant. Et donc Paul Aron m'a beaucoup encadré autour de la méthode, parce que j'ai travaillé sur les littératures francophones, ça s'appelait plus précisément les écrivains afro-antillais à Paris,
entre 1920 et 1960, donc ça concernait l'ère coloniale, et on l'a fait avec l'aide de Pierre Allen, qui était à l'université de Metz, à l'époque ça s'appelait comme ça, et maintenant l'université de Lorraine, qui a co-encadré la thèse. Donc j'ai soutenu la thèse en 2006. Ensuite, je suis allé en Azerbaïdjan pendant 1 an. J'étais enseignant à l'université de Bakou, dans le Caucase. Et la Russie, il y a eu la guerre entre la Géorgie et la Russie à ce moment-là. Et il y a eu un afflux de réfugiés en Azerbaïdjan. Donc il y avait des complications pour sortir du pays. Et donc j'étais envoyé par le gouvernement Wallonie-Bruxelles en Azerbaïdjan. Donc je suis parti. Et c'est là qu'après je me suis retrouvé en Pologne en 2008, si je me souviens bien. Et je suis resté en Pologne, j'étais enseignant-chercheur en Pologne à l'université de Katowice jusqu'en 2013, où je suis arrivé à Mayotte. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré ma collègue Linda, qui est ici présente, et Jean-Louis, et puis il y avait d'autres collègues qui ne sont plus là. Et donc voilà un peu comment j'ai atterri à Mayotte. Voilà. Alors, quand on regarde attentivement les ouvrages, les articles que tu as pu publier, on remarque également que ton périmètre d'études et de recherche va au-delà de la littérature francophone pour aborder également les cultures populaires. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien que tu fais et cette ouverture vers ce domaine, pourquoi ce choix et en quoi cela caractérise-t-il un enjeu particulier? Tout à fait. En fait, les deux sont liés parce que, d'abord, pour ce qui concerne le corpus, la littérature en tant que telle, eh bien, c'est lié d'abord à un questionnement qui est d'ordre subjectif, un questionnement personnel qu'on transforme ensuite en problématique générale qui pourrait être objectivée, en faire un objet de recherche. Et ensuite, il y a l'intérêt que j'ai depuis toujours pour la musique, que j'ai voulu comprendre au-delà de l'expérience personnelle ou subjective que je peux faire de la musique en pratiquant la musique ou en composant. Donc j'ai voulu comprendre la musique, et donc il s'agissait de relier les deux objets, à la fois l'objet musical, les musiques populaires, et à la fois le corpus littéraire, à partir d'un cadre théorique qui permet de chapeauter les deux. Donc en fait, pour cela, j'ai construit des outils pour comprendre la littérature, pour comprendre l'objet ou le corpus littéraire. Ces outils-là permettent également d'embrasser le corpus musical. Par exemple, ce qui est possible. J'ai d'abord commencé par étudier Michael Jackson, et j'ai aussi en même temps étudié Aimé Césaire. J'ai étudié la trajectoire d'Aimé Césaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié la trajectoire de Michael Jackson. Ouais. Donc on peut étudier la trajectoire et dégager des postures qui sont des postures, des manières d'être, qui sont des manières d'être, une manière d'être qui est générale. Et on peut, à partir de là, trouver la manifestation particulière pour ce qui concerne le corpus musical et pour ce qui concerne le corpus littéraire. Et donc, ce qui relie les deux, c'est la trajectoire. Donc on a la trajectoire, ce sont les trajectoires artistiques qui rencontrent des mêmes types de problèmes, des problèmes généraux qui sont résolus de façon particulière par les différents, dans les objets qu'on étudie. Alors en 2014, quand tu arrives dans l'archipel des Comores, d'abord le CUFR se constitue depuis 2 ans seulement. Tu as ta collègue Linda Raswaman, que je salue, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est déjà sur place depuis 2 ans. Et la question que je me pose, c'est ce terrain de l'archipel des Comores, de Madagascar, qui constitue un terrain de recherche en littérature francophone, quelles en sont ses caractéristiques? Est-ce qu'on a déjà une vision des traits communs qui se dégagent clairement de ce terrain d'investigation? Alors, comme moi au départ je travaillais que entre guillemets sur l'Afrique, les Antilles, en venant ici, alors j'avais une vague idée de ce qui se passait dans l'océan Indien. Alors j'avais étudié un petit peu Maurice, de façon marginale, sans trop insister. Donc c'est en venant ici avec le contexte dans lequel on était, donc il fallait réaliser un projet de recherche. Avec ma collègue Linda, Linda l'avait déjà initié, et puis je me suis rejoint à elle, et on a commencé un projet. On a essayé d'étudier les littératures de l'archipel des Comores ensemble. Pour cela, on a d'abord fait un colloque,
qui a fait beaucoup de remous. Et ensuite, on a publié un livre collectif avec un collègue qui est en Allemagne, qui s'appelle Rémi Chocotte. Donc, pour cela, pour faire ce travail-là, moi, en amont, lorsque je suis venu, j'ai dû lire. Donc, il y a une période de lecture, prendre connaissance du corpus. Donc, c'est tout simplement lire. Voilà, c'est simple, lire. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas lu, on ne peut pas écrire d'article, ou même voir les problématiques qu'on peut mettre en avant. Même, après, on peut en parler de façon générale, mais ce n'est pas intéressant en soi, parce qu'il y a déjà des éléments, il y a déjà de la production sur place. Et dans l'histoire indienne, je veux dire, sur la question. Donc, j'ai d'abord lu lire, pour essayer d'arriver au colloque en ayant déjà une base. Et c'est pour ça qu'en fait, on a pu faire ce colloque. Ensuite, on a pu faire cet ouvrage. Et c'est à partir de cet ouvrage-là que, ayant comment dirais-je, une vision plus large du corpus, que maintenant je peux, comment dirais-je, problématiser le corpus et voir en fait les liens qu'il peut avoir avec les autres littératures d'Afrique, des Antilles. Par exemple, les littératures de l'archipel des Comores. Alors déjà, il est difficile la catégorisation peut poser problème, puisqu'on a des enjeux politiques dans cette région, notamment la relation conflictuelle entre Mayotte et les 3 autres îles, si bien qu'il peut y avoir des tentations de séparer Mayotte dans la lecture des productions littéraires de part et d'autre, ou alors de l'intégrer malgré elle. On est pris face à ces tensions, et donc pour dépasser ces tensions, il faut construire des outils qui permettent en fait de penser les problèmes fondamentaux, donc aller au fond des choses. C'est comme si, penser les problèmes fondamentaux pour pouvoir en fait mettre en relation Mayotte avec les autres îles, indépendamment du contexte politique, même s'il faut en tenir compte pour la constitution des problématiques et du corpus. Donc, c'est comme ça que j'ai, comment dirais-je, affiné mon positionnement sur les littératures de l'archipel des Comores. Et à partir de là, je peux maintenant, et d'ailleurs c'est ce que j'ai commencé à faire, produire des articles, produire éventuellement des ouvrages, mais ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a déjà beaucoup d'ouvrages sur la question, donc il faut, comment dirais-je, essayer de trouver le bon angle. Et puis j'ai aussi des doctorants, donc en fait on peut aussi pousser les doctorants à investir ce corpus-là, n'est-ce pas, pour essayer de l'affiner et de mieux l'étudier. Alors, la littérature francophone de l'archipel des Comores, par définition, elle s'exprime en langue française, n'est-ce pas? Et la question qu'on peut peut-être légitimement se poser, c'est par exemple quelqu'un comme Sandoun Banali, poète comorien très talentueux, comme on sait, écrit en français. Et pour qui écrit-il finalement? Quelle est comment peut-on cerner le lectorat finalement de cette littérature-là? En fait, c'est un problème qui se pose pour l'ensemble des littératures francophones, puisqu'on a des cas de production de... D'abord, c'est très simple, les auteurs ont une nationalité qui est objective, qui est leur passeport, voilà, il y a ça. Il y a l'endroit où ils peuvent éditer. Par exemple, la plupart des auteurs francophones éditent en France, donc ils ont des éditeurs français, donc leurs ouvrages sortent en France, et pourtant on les qualifie comme étant des auteurs africains, ou bien, pour ce cas précis, un auteur comorien. Ouais, donc, s'il publie un ouvrage chez Comédite, Comédite est aussi en France, voilà, même si Comédite passe pour une maison d'édition comorienne. Voilà. Donc on a en fait ces types de difficultés à cerner le positionnement de l'auteur, mais aussi la réception. Parce qu'en fait, sa réception dépend du niveau scolaire, je crois, dans lequel son message est adressé. Et en fait, je ne sais pas à qui il s'adresse précisément de son point de vue aux Comoriens, mais quels Comoriens, ceux de la diaspora qui sont à Marseille, ou bien les Comoriens qui sont restés aux Comores. Ouais, tu vois, donc je pense pas que ce soit forcément clair non plus pour lui. Ouais, il s'adresse aux Comoriens, un Comorien générique, celui qui peut lire, mais on a ça à Mayotte aussi, où on a une relation à la lecture qui n'est pas forcément une relation immédiate et facile. Donc en fait, ces difficultés-là, de même pour les écrivains d'Afrique, c'est la même difficulté. C'est pourquoi en fait, à mon avis, le lectorat qu'ils peuvent avoir, c'est plutôt les lectorats qui sont de la diaspora en Europe et qui ont plus accès
ne serait-ce qu'au livre. Alors il y a des stratégies de contournement. Par exemple, Alain Mabonckou, il a publié un livre qui s'appelle Black Bazar. Il a produit un livre, un roman, et ce qu'il a fait, il a oralisé son roman. Donc, alors comment a-t-il fait? Il a créé un album avec un groupe qui s'appelle Black Bazar, et où il a écrit les paroles lui-même. En fait, et donc il a, à travers la musique, donc il a utilisé un groupe de rumba, qui est de la musique congolaise. Donc c'est pour ça qu'en fait, il peut toucher un public auquel il n'aurait pas accès s'il n'avait pas procédé par ce biais-là. Alors deux questions complémentaires peut-être. La performance, c'est donc une tentative aussi pour diffuser en fait plus largement les œuvres écrites. Je pense à Ara Ahriman également qui met en espace et en musique aussi ses propres textes. Mais quelle est la part de la langue natale, de la langue du pays dans ces productions-là, de la littérature francophone de la région? Alors, comme l'exprime un peu Patrick Chamoiseau, qui est très... les écrivains entiers sont très au fait de ces questions-là, parce qu'en fait, la langue, c'est pas forcément la présence concrète de la langue dans le texte. Donc c'est peut-être aussi une culture linguistique qui nourrit le rapport qu'ils peuvent avoir au français, donc qui vient informer le français de par sa singularité, de la singularité du créole par exemple, ou bien du chikomor, ou bien de la langue malgache, qui vient informer le français, et donc on va avoir une syntaxe qui va être différenciée, même tout un imaginaire, et un personnel littéraire qui est modifié, qui correspond à un environnement qui permet ensuite de traduire une culture linguistique dans le texte. Après, on peut aussi avoir des auteurs qui sont traduits, n'est-ce pas, dans leur langue, dans leur langue, on va dire, maternelle ou bien nationale. C'est le cas de Boubacar Bouzid qui lui va s'auto-traduire. Ou alors il y a un autre auteur qui lui est anglophone, j'ai oublié, qui a fait ça. Ou alors on peut aussi avoir, c'est un peu, au Congo on a ça, au Congo on a une littérature francophone, et puis on a une littérature en lingala. Et donc, c'est pas forcément les mêmes auteurs. Et c'est la littérature en lingala qui est le plus vendue que la littérature. Il y a aussi Nassuf, je crois, qui vient de publier en Kibushi. En Kibushi, son dernier roman, je crois, ou un essai, je crois. Voilà. Alors, autre question par rapport à cette problématique. On parle souvent de littérature postcoloniale. Et aussi de littérature engagée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la littérature postcoloniale d'une part, et d'autre part nous éclairer sur le fait que la littérature francophone de la région serait ou non une littérature engagée? Alors, la littérature postcoloniale, c'est une question de perspective. Il y a l'étiquette catégorie postcoloniale. Tout bêtement, voilà, ceux qui s'écrivent après les colonies, voilà, ça c'est basique. Après, il y a la perspective, la lecture, la paire de lunettes qu'on utilise pour appréhender la littérature. Donc on a les chercheurs qui utilisent une littérature d'un point de vue postcolonial, et puis on a les auteurs qui eux-mêmes écrivent d'un point de vue postcolonial. Voilà. Donc en fait, ça dépend de la perspective dans laquelle. Donc c'est une perspective dans les deux cas critique. Je suis auteur, j'ai une perspective critique sur la littérature francophone française, par exemple, estimant que la littérature française n'intègre pas la dimension des marges, des sujets marginaux en son sein. Les éditeurs ne s'intéresseraient pas à tel ou tel type d'auteur. Et donc j'ai une perspective critique postcoloniale parce qu'il y a un arrière-fond colonial dans leur démarche. Donc ça, ce serait une perspective postcoloniale. Et la perspective postcoloniale du point de vue de la recherche, c'est peut-être aussi considérer que tel type de littérature n'est pas assez étudié ou marginalisé. Lorsqu'on fait une histoire de la littérature française, on va voir des auteurs francophones, entre guillemets, mis un peu de côté, ou alors on leur consacre un petit chapitre, parce que c'est comme si c'était quelque chose de marginal qui n'était pas intégré à l'ensemble de la littérature française. Donc c'est une double perspective, le regard de l'écrivain et puis le regard du chercheur. Et justement, comment ces auteurs-là sont-ils acceptés ou invités dans la société des lettres, si on peut dire au sens large? Comment sont-ils reconnus? Est-ce par leur pairs? Est-ce par d'autres personnes? Alors il y a des stratégies de visibilité qui sont conscientes ou inconscientes chez les auteurs. D'abord en publiant dans des grandes maisons d'édition françaises, c'est souvent le cas, et puis pas dans des éditions marginales. Donc il y a ça. Ce qui permet à une plus grande visibilité de leur production. Il y a aussi, comment dirais-je,
la réception, toute une réception qui est produite, et puis il y a aussi les études littéraires qui sont dans les mondes anglophones, surtout qui sont très concentrés sur les auteurs francophones plutôt que sur les auteurs français. Aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, quand on parle de littérature francophone, c'est pas Balzac, c'est pas Rimbaud, c'est Aimé Césaire, pour prendre cet exemple, Édouard Glissant, tous les auteurs africains francophones. Donc c'est plutôt eux qui sont davantage étudiés que les autres. Alors il y a aussi la littérature française, bien sûr, mais c'est la littérature francophone qui prend le pas sur... Donc on a la critique, si tu veux, qui permet une plus grande visibilité, le lieu d'édition, et puis, comment dirais-je, toute la promotion, passage médiatique, etc., qui permet cela. Et ta question sur la littérature engagée, oui. C'est... En fait, je ne sais pas si on peut... Alors, il y a des auteurs qui sont engagés. Ils sont engagés fatalement parce qu'ils sont dans une société où il y a très peu d'intellectuels ou même des postures intellectuelles. On a surtout des postures politiques. Donc l'auteur ici est un peu obligé à investir des questions qui seraient investies ailleurs par des sociologues ou des psychologues s'il y avait tout un éventail, n'est-ce pas, de métiers intellectuels bien développés qui pourraient donc laisser, comment dirais-je, ça pourrait décharger les écrivains de ces questions. Ils sont un peu obligés, ouais, comme par exemple Nassur Atoumani, il est un peu obligé de s'intéresser à toutes les questions de sa société, le même que les auteurs des Comores, mais c'est une littérature un peu, comment dirais-je, engagée un peu par... Ça peut être une littérature engagée par défaut, ouais. Et puis il y a aussi, je veux dire, le public auquel cette littérature s'adresse, qui est un public qui a un rapport à l'art qui est très fonctionnel. Ouais, il faut un art pratique et donc il faut une littérature qui est entre guillemets assez réaliste. Preuve en est, il y a très peu de science-fiction dans les littératures de l'archipel des Comores et aussi dans les littératures francophones. Il y en a un petit peu maintenant, mais au début il y en avait très peu, voire pas du tout. D'accord. Et est-ce qu'il y a parmi les écrivains de la région, de l'archipel des Comores, de Madagascar par exemple, une tentative de produire la littérature comme, comment dirais-je, force de réparation, comme tentative résiliente pour penser les plaies de l'histoire, de la politique, de l'esclavagisme, de la colonisation. Est-ce que vous avez remarqué cette tendance, si on peut dire, ou est-ce qu'il existe des auteurs bien identifiés qui finalement écrivent pour digérer une histoire qui a été douloureuse? Je pense notamment par exemple à Ara Ahriman, qui souvent dans ses romans on sent véritablement la douleur de l'histoire, la douleur à ne plus, la nostalgie de l'enfance, la douleur de ce qui s'est passé, etc. Est-ce que là il y a des traits qui sont évidents, qui sont apparents, ou est-ce que c'est marginal? Non, c'est très courant dans les littératures francophones, et je dirais même dans les littératures françaises, mais alors, si pour les littératures francophones, en effet, il y a une conception, peut-être pas de façon directe, qui entreprend une démarche littéraire en vue de se réparer et de réparer le monde, ou bien la relation qu'on a à ce monde-là. Ça a été par exemple le cas avec, après 1994, après le génocide au Rwanda, on a eu des productions littéraires qui ont été très massives sur la question, avec des auteurs en fait, des auteurs francophones qui n'étaient pas rwandais, qui ont vraiment investi cette question-là parce qu'il y avait un besoin de comprendre. Et donc c'est une littérature en fait qui donc ça. C'est une littérature vraiment très très importante. Et donc ça a changé un peu la conception qu'on a de littérature, où là clairement on avait une volonté de réparer. Après on a des auteurs rwandais comme Scholastic Mukasonga qui ont aussi investi cette question-là, ou bien même Gaël Faye plus récemment, dont l'objectif de ces auteurs-là, c'est de donner un tombeau aux morts, grâce à la littérature. C'est pas qu'une démarche d'auteur francophone, entre guillemets, puisque, par exemple, Philippe Yaenda, je ne sais plus si c'est Philippe Yaenda, qui écrit un livre, c'est un auteur qui était chez Charlie Hebdo, qui a subi qui était un rescapé de l'attentat, qui a écrit un livre
ou justement pour se réparer. Donc c'était aussi un tombeau pour ses amis qui sont morts. Donc il y a la question de la mémoire qui permet en fait une réparation parce qu'elle est dite. Alors il y a aussi, dans la littérature contemporaine plus générale, on a écrit un livre récemment avec une collègue malgache qui s'appelle « Écrire le sujet du XXIe siècle » où en fait on a constaté que dans la littérature francophone contemporaine, y compris dans l'archipel des Comores, notamment avec Ali Zamir par exemple, ou bien Toufat Moutar, en fait vous avez il y avait deux types, en gros, deux types de tendances. Une tendance qui va vers l'exploration de l'histoire et de la mémoire, justement pour construire des identités collectives en vue justement de se réparer d'une souffrance, d'une souffrance liée à l'ordre social, la domination sociale, etc. Et puis vous avez une littérature une tendance qui va être plus basée sur l'exploration des affects, aussi des affects douloureux. Ça peut être un mal-être, des angoisses, et c'est là qu'on voit intervenir notamment la question de l'homosexualité, qui n'était pas très utilisée avant. Donc c'est une littérature qui potentiellement explore aussi les tabous. Absolument, tout à fait, exactement. Et y compris dans l'archipel des Comores et de Madagascar. Tout à fait, notamment avec des auteurs comme Nassouf Djelani, par exemple, qui a investi ces questions-là, ou bien à Grande Comore, Ali Zamir, Mon étincelle, par exemple, ou alors Toufat Moutar, qui écrit aussi des ouvrages sur ce type de tendance. D'accord. Alors dans les arts du spectacle vivant, on a également ce besoin de résilience, de réparation. Je pense notamment au dernier spectacle de Amada Smith qui s'appelle Sabena et qui revient sur la tragédie 1947 à Majinga, les Anjouanais qui ont été massacrés. Est-ce qu'on a des exemples précis dans la littérature francophone de la région qui reviendrait sur des épisodes comme ça douloureux? Oui, tout à fait. Il y a le Rayman qui revient sur ce sujet-là dans Revenir. Oui. Il y a un autre auteur, j'ai oublié son nom, qui en parle explicitement. Donc sur les Comoriens qui ont été massacrés à Majinga. Oui, tout à fait. Il y a des exemples comme ça en fait, d'épisodes douloureux qui sont aussi remis dans un contexte politique. Donc oui, il y a ça, tout à fait. Alors on imagine à travers ce que tu dis, la difficulté que vous devez avoir, j'imagine, vous, chercheurs, à constituer le corpus de la littérature de la région. Comment vous y prenez-vous? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de constituer ce corpus de la littérature francophone? Comment, pour le dire de manière très triviale, faites-vous le tri? Alors, en fait, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. C'est simple parce qu'il y a un héritage littéraire qui est là. Et donc les écrivains s'inscrivent dans cet héritage-là et de fait, ils sont catégorisés un peu par défaut. Ensuite, donc ça c'est simple. Alors c'est compliqué parce que justement il y a des auteurs qui ne sont pas dans cet héritage-là et qui sont quand même mis dans cette catégorie. Comme Marine Diaye par exemple, qui est considérée comme une auteure francophone alors qu'elle est née en France, elle est métisse, née en France, elle a toujours publié des ouvrages qui n'évoquent aucunement sa négritude entre guillemets. Donc, mais elle est étudiée comme si elle était une autrice francophone, alors que c'est pas francophone au sens de littérature francophone de la diaspora africaine, etc. Donc voilà, donc tu vois, il y a alors, à mon avis, le corpus, quand on y réfléchit bien, on peut non pas classer, mais attribuer un auteur à cette catégorie-là, parce qu'il s'inscrit dans un héritage littéraire, avec une expérience littéraire, des problématiques qu'il embrasse, ce qui fait qu'en fait, ça le rapproche d'un ensemble, d'un groupe. Voilà. Et donc, on essaye justement de cerner, non pas les éléments du groupe, mais les critères de constitution de ce groupe. Voilà. Donc, premier critère, héritage littéraire. Deuxième critère, problématisation de tel ou tel élément. Troisième critère, le cadre contextuel, etc. etc. Après, on peut mettre des auteurs dedans et ça peut constituer un objet de discussion, de contestation, etc. Alors, Maurice Blanchot, dans son livre Le livre à venir, justement, posait cette question: où va la littérature? La littérature va vers elle-même, vers son essence qui est la disparition. Alors,
à la manière un peu d'une pirouette, où va la littérature francophone de cette région? En fait, c'est une littérature qui, de mon point de vue en tout cas, est très chanceuse parce qu'elle est en phase d'émergence. Hein. Ça fait que depuis 1980, on peut dire qu'on a des productions qui sont écrites et qui sont formalisables hein, dans des ouvrages, dans l'objet livre. Ouais. Alors je ne parle pas de la littérature orale bien avant, non, je parle vraiment de cette littérature-là qui est formalisable avec une production conséquente. Hein. Et donc, cette littérature-là traverse un peu les problèmes qu'ont déjà traversé les autres littératures francophones. Et donc, elle est en train de traiter ces problèmes-là. Et comme dans les Comores, ça ne va pas bien, donc en fait, il y a matière à sujet, n'est-ce pas, pour les écrivains. Oui, donc, ils en ont pour 150 ans. Ouais, c'est très bien. Alors, peut-être qu'on va passer à la deuxième partie de nos échanges, qui est peut-être plus centrée sur le travail du chercheur, et notamment du chercheur en littérature francophone à Mayotte, sur le territoire de Mayotte. Alors, on a ici ce midi des étudiants, parmi eux sans doute des étudiants de lettres. Qu'est-ce qui pourrait constituer, selon toi, un terrain d'étude pour de futurs chercheurs, de futurs masters, de futurs doctorants, on l'espère tous en tous les cas, en littérature ici à Mayotte, qui seraient intéressés par ce domaine? Quels sont les terrains qu'on peut investir qui sont encore un peu vierges, si on peut dire? En fait, ce qu'on pourrait étudier, on pourrait étudier tout ce qui concerne la production orale contemporaine, hein, c'est-à-dire la musique contemporaine, investir le hip-hop. Ouais, il y a en shimaoré. Donc, vous avez la chance de pouvoir comprendre le hip-hop en français et en shimaoré. Donc, ça permettrait déjà d'établir. Le corpus il est gigantesque, donc ça permet à la fois d'étudier, de revenir sur les choses traditionnelles, l'oralité, en même temps, mais de voir comment l'oralité se transmet. Est-ce qu'il y a une relation entre l'oralité du passé traditionnel avec l'oralité contemporaine? Donc on pourrait faire des productions comme ça. Deuxième possibilité, on pourrait aussi travailler sur davantage de monographies sur des auteurs, comme l'a fait par exemple Linda. Ouais, elle a fait un livre sympa sur Nassur Atoumani. Donc il faudrait plus d'ouvrages comme ça pour approfondir des auteurs, n'est-ce pas? Parce que le problème des ouvrages généraux, c'est qu'en fait, ça reste très général, on n'approfondit jamais en fait un auteur. Hein. Donc il faudrait vraiment étudier un auteur à fond, ouais, et la masse de petits travaux permettra après de faire quelque chose de beaucoup plus important. Et il faudrait peut-être aussi essayer d'étudier l'histoire des intellectuels dans l'archipel des Comores. Ouais, voir en fait comment les intellectuels se constituent, quels sont les intellectuels qu'il y a, comment on peut les identifier, ouais, et voir quelles relations ils peuvent avoir avec la littérature. Tu vois. Et on pourrait aussi étudier la relation entre littérature et politique. Ouais, ça c'est très, très étudié. Et ici, il me semble qu'il faudrait renouveler la question. Ça a été trop saturé, n'est-ce pas, ouais, par des considérations qui n'étaient pas vraiment scientifiques. Et à mon avis, il faudrait peut-être réinvestir la question de ce point de vue-là. Voilà des exemples parmi d'autres. D'accord. Alors, corollaire un petit peu à cette première question, comment susciter la vocation? On a souvent des étudiants qui ont un petit peu de mal à se repérer par rapport à leur suite d'études. On s'interroge beaucoup sur la possibilité de devenir enseignant, hein, ce qui est totalement logique. Mais comment susciter des vocations auprès des étudiants de Mayotte pour la recherche, et en particulier pour la recherche en littérature francophone? Est-ce que tu as des pistes ou des réflexions à ce propos à nous partager? Oui, je pense que ce qu'il faut, à mon avis, pour vraiment s'intéresser à la recherche, déjà qu'on commence, il faut faire un bon mémoire d'études. Il faut pas forcément être un bon élève, hein, on peut se révéler après. Ouais, mais il faut faire un bon mémoire d'études, le bon sujet, parce que c'est sur ce sujet-là que vous pouvez reconstruire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Parce que c'est le seul moment où vous aurez l'occasion de réfléchir à un sujet et à le problématiser. Et à mon avis, c'est là le moment stratégique. Hein. Et comme vous êtes à Mayotte, c'est beaucoup plus simple d'investir un sujet, un corpus mahorais, que ce soit en linguistique ou en littérature. Hein. Et à mon avis, il faut investir ce corpus-là. Et vous allez voir que, vous comprendrez, parce que vous comprenez le shimaoré et le kibushi, donc ça vous paraît être beaucoup plus sympathique. Ouais. Et puis, ça vous permet d'approfondir à la fois le shimaoré et le kibushi, le rapport à votre propre langue, et le français en fonction du sujet que vous allez choisir. Donc, investir un sujet qui vous intéresse, mais que vous pouvez
comment dirais-je, étudier aussi dans votre langue, en utilisant votre langue. Ça, c'est vraiment important. Et ça, il n'y a personne en France qui peut faire ça. Voilà, donc c'est ce qui me permet également d'être original. Et en même temps, il faut avoir une culture générale. Voilà, donc il ne faut pas... moi, je ne connais pas que la littérature francophone. Donc j'ai une culture en littérature française, je connais d'autres types de littérature. J'ai une culture générale aussi pour ce qui concerne la sociologie, la société, l'histoire. Donc il faut connaître aussi l'histoire, c'est pas que la littérature. Il faut aussi avoir des notions en linguistique. Ouais, donc, et tout ça, déjà, en lettres, on vous donne déjà ces outils-là. Oui. Donc vous pouvez donc partir des outils qu'on vous donne, construire votre sujet. Et pour construire un sujet, il faut partir d'une problématique personnelle. Ouais. Vous posez la question, qui suis-je ? Qui suis-je? Idriss s'interroge, qui il est? Et donc, qui suis-je égale, qu'est-ce qu'être un écrivain mahorais dans l'archipel des Comores? Voilà. Mais c'est parti de qui suis-je moi? En sachant qu'est-ce qu'être un écrivain mahorais, eh bien, tu sauras par exemple qui tu es à travers les questions que lui se pose et comment lui tente d'y répondre. Et après, essayer de voir est-ce que c'est systématique. Cet écrivain traite de cette question-là comme ça. Est-ce qu'un tel, Nassur Atoumani, on parle comme ça? Est-ce que Nassou Djelani, on parle de la même manière? Déjà, vous allez pouvoir avoir des éléments de comparaison. Ouais, c'est progressif, mais partir d'une question très simple, même si elle est déjà investie, c'est pas grave, parce que vous allez investir quand même à partir de votre point de vue. Ouais, et après, l'objectiver, c'est-à-dire dépasser votre perspective subjective pour élever la question vers des éléments beaucoup plus généraux. Et sans doute aussi, je suppose, s'ouvrir aux autres arts, s'ouvrir à la culture populaire, tout à fait. Être curieux. D'où le pôle culture, justement. Ouais. Tout à fait. Merci d'en parler. Voilà. Très bien. Alors, en filigrane, bien entendu, dans un an, comme vous le savez peut-être, le centre universitaire va évoluer vers une plus grande autonomie, une université qui sera à terme une université de plein exercice, et donc une capacité aussi à décider des formations et des masters. Alors, quel master pourrait-on imaginer en la matière et qui permettrait à ces jeunes qui sont intéressés par la recherche en littérature ou en littérature francophone pour qu'ils puissent s'investir dans ce domaine? Avec l'équipe de Lettres Modernes, on a pensé à un master communication tourisme, si je me souviens bien de l'intitulé, mais ce serait un master recherche, et il y aurait deux options. Ouais. Et alors pourquoi un master communication et tourisme? Parce que ça permet à la fois d'embrasser tous les métiers liés au journalisme et puis au tourisme qui est amené à se développer ici. Et donc on pourrait... on avait fait un sondage. S'il y avait un master comme ça, beaucoup d'étudiants resteraient à Mayotte pour... c'est un master dans lequel il y aurait beaucoup de cours... notamment qui viennent d'autres disciplines comme les sciences politiques, le droit, etc. Donc ce serait, à mon avis, c'est quelque chose qui est à la fois de la communication pour toucher à un grand nombre de métiers et à la fois le tourisme parce que par exemple on a des institutions qui s'installent et qui s'affermissent à Mayotte. On a des hôtels qui sont en train d'être construits. Voyez. Donc on a besoin d'une formation d'employés qui seront beaucoup plus professionnalisés. Donc à la fois il faut une formation qui ait un peu de lettres et un peu de sciences sociales pour permettre justement de rencontrer tout à fait sur place. Ouais. D'accord. Et alors le travail du chercheur, je le disais en préambule, est un peu mystérieux pour ceux qui ne le sont pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui constitue le quotidien, si on peut dire, d'un chercheur, et notamment un chercheur en littérature à Mayotte? Est-ce que par exemple c'est un travail solitaire? Alors c'est un travail solitaire, c'est un travail collectif, c'est un travail solitaire parce qu'il y a des moments, lorsqu'on est sur une problématique, on a construit une problématique, donc on doit l'explorer sur plusieurs années. Donc moi j'ai un projet de recherche sur la question du sujet qui date de 2020 et je dois le terminer en 2024, donc j'ai des étapes, des points d'étape, n'est-ce pas? Je dois publier des ouvrages dans 2 ans, tous les 2 ans, il faut que je publie un ouvrage sur la question pour voir que j'ai avancé. Donc si j'investis, si je m'intéresse à cette question-là et que je prends un thème, un angle d'attaque, donc il faut que je lise, et il faut que j'identifie où se trouvent les outils, où se trouve le matériel, et donc ça peut être à la bibliothèque, parfois je dois acheter moi-même. Par exemple, pour mon dernier livre, Écrire le sujet du XXIe siècle, voilà, peut-être que je peux partir de cet exemple-là pour en parler. Donc j'ai trouvé
alors le problème, il vient progressivement. Je ne l'ai pas trouvé comme ça. Donc c'est venu. Ensuite, j'ai dû lire, on avait un corpus de 300 livres. Après, on a sélectionné pour avoir un échantillon de 100, moins représentatif. Ensuite, donc, j'ai dû lire les 100 ouvrages, et j'avais 1 mois pour le faire. Ouais, donc c'était parfois 2 livres par jour. Ouais, et donc là, on est tout seul, et j'ai fait ça avec ma collègue qui devait lire la même chose. Ouais, et donc, on a mis à peu près 1 mois juste pour prendre connaissance du corpus, parce qu'on peut le faire, parce qu'on est expérimenté. Et une fois qu'on a le corpus, après, on produit ce qu'on appelle une première trame, une première production simple, très brute de décoffrage, hein, où en fait on sait à peu près où on va, et après on doit recomposer, restructurer la recherche. Et une fois que c'est restructuré, après on en discute, et donc là, tu vois, donc il y a une phase où on est tout seul. Oui. Ensuite, on est ensemble. Et une fois, puis on retravaille. Et puis là, il faut lire toute la littérature secondaire. Ouais, et là, on est tout seul, une fois de plus. Ouais. Et après, voilà, on produit l'ouvrage. Alors, si on est dans des projets, dans des ANR, dans des grands projets de recherche, là, c'est beaucoup plus collectif. On est dans des laboratoires de recherche, on va dans des séminaires, on discute. Mais un projet qui est un peu plus solitaire n'empêche pas non plus de discuter et d'aller à des colloques, justement de confronter ses idées en publiant même des articles intermédiaires pour avoir un écho de son travail. Donc, c'est pas tout à fait solitaire. Là où c'est solitaire, c'est au moment où il faut vraiment travailler concrètement, il faut s'asseoir derrière son bureau, il faut lire. Et puis il faut être très discipliné. Il faut être très discipliné, donc on ne peut pas se dire voilà, je fais rien pendant 6 mois, puis après je verrai. Il faut travailler tous les jours. Après, on a des interruptions. Voilà, il y a la vie de tous les jours, mais on peut pas. Il faut essayer de travailler un maximum tous les jours, voilà, si possible. Alors, dans le quotidien du chercheur, il y a aussi les cours, bien sûr. Tout à fait. Comment ces cours auprès des étudiants s'inscrivent-ils dans le travail quotidien, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a des connexions? J'imagine que oui, hein, mais c'est purement rhétorique. Est-ce qu'il y a des connexions? Comment ça s'inscrit? Est-ce que les cours enrichissent les recherches que vous faites? Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est plus les recherches qui enrichissent mes cours. En fait, tous mes cours sont liés à mes recherches. Donc, alors, c'est version simplifiée. Et donc, ça dépend des cours. Tous les cours directement liés à mon objet de recherche, donc c'est complètement connecté. Donc, après, je simplifie auprès des étudiants. Donc, c'est aussi là, c'est un effort pédagogique à faire, simplifier, représenter, dire des choses simples. Et c'est là qu'en fait, je redécouvre. Je me dis, j'aurais peut-être pu aborder cette question-là comme ça. C'est grâce à la présentation que je fais devant les étudiants. Ouais, il faut que ce soit compréhensible. Donc là, je dois éliminer tout l'aspect conceptuel, parce que c'est pas intéressant en soi pour les étudiants, des concepts qui sont ad hoc en fait à une recherche précise, et représenter en fait pour leur présenter quelque chose de simple et de l'essentiel. Donc ça aide, 1 pour la présentation, 2 pour la réflexion, et puis troisièmement, parfois même je trouve de nouveaux sujets. Ouais, d'ailleurs, je dis j'ai trouvé quelque chose, ça les fait marrer. Parce que j'ai trouvé quelque chose grâce à vous. Oui, c'est ce que je voulais dire en disant enrichir. Tout à fait, c'est ça. L'interaction permet éventuellement de rebondir sur et peut-être briser cette solitude du chercheur finalement dans son. Tout à fait, mais eux ils ne voient pas de quoi je parle, mais grâce à eux parfois je trouve des choses que j'exploite après. D'accord. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. D'accord. Et maintenant le futur, si on peut ouvrir un peu une page sur le futur de tes recherches, comment envisages-tu, comment imagines-tu l'évolution de ton travail de recherche dans les années qui viennent? Tu es devenu récemment, on le disait, professeur des universités. D'une certaine manière, quelles sont maintenant tes aspirations, non pas professionnelles, mais au niveau de la recherche? Est-ce que ça c'est planifié à l'avance? Tout à l'heure, tu parlais de l'année 2024. Est-ce qu'on sait à l'avance ce qu'on va devoir chercher, ou est-ce que c'est tous azimuts et on trie après? Comment faire? C'est une très bonne question. En fait, mon sujet de recherche actuel, mon projet de recherche actuel sur la question du sujet m'a amené progressivement vers la relation entre musique et littérature. Donc j'alternais question du sujet en littérature, une monographie, un auteur, et puis un ensemble d'auteurs, et ainsi de suite. Donc là maintenant je commence à faire le tour de la question, et je vais faire une sorte de synthèse après,
Voilà ce que j'ai trouvé sur la question du sujet. Ensuite, et j'ai vu en fait que progressivement, j'étais de plus en plus intéressé par la relation entre musique et littérature. Dans la littérature francophone, il n'y a pas beaucoup de... on étudie la musique et la littérature, ça oui, mais pour ceux qui a trait aux littératures francophones, très peu. Ouais. Donc je vois déjà le deuxième projet de recherche se dessine progressivement. Et donc là, à partir de 2024, de 2024 jusqu'en 2026, 27, 30 peut-être même, je vais travailler sur cette question-là. Donc je vais d'abord commencer par des articles hein, pour explorer un peu la question. Donc c'est comme ça qu'en fait on glisse progressivement vers notre prochain thème. Après il y a d'autres projets de recherche avec d'autres collègues, hein, mais donc que j'investirai aussi. Mais là c'est vraiment ça qui m'intéresse parce que comme je fais de la musique moi-même, j'éprouve en fait le besoin à la fois de comprendre la musique d'un point de vue intellectuel, de comprendre la littérature aussi d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'avoir, comment dirais-je, en parallèle de vivre une expérience musicale en faisant la composition. J'écris des paroles et tout, donc je ne suis pas poète comme toi. Toi, tu es un grand poète. Arrête de te moquer. Non, c'est vrai, tu es un poète, donc pas moi, et donc il y a quand même la dimension de l'écriture, de la composition. Donc en fait, c'est ce qui permet de faire la part des choses, à la fois d'être nourri par l'expérience musicale et à la fois de vivre la recherche. Et si tu veux, l'expérience musicale m'aide aussi dans mon projet de recherche. Sans l'expérience musicale, j'aurais jamais pensé à la relation entre musique et littérature. Et je n'analyserais plus mes textes si j'avais pas cette relation-là. Donc il n'y a pas forcément une dichotomie, une opposition entre finalement le théoricien et le créateur. Absolument pas. Les deux peuvent se rejoindre. Souvent on dit, soit dans la vie on est finalement plutôt chercheur, soit on est plutôt écrivain, mais que les deux c'est... Je dirais c'est incompatible. Est-ce qu'on est à la fois, est-ce qu'on est ou père ou bien enfant? Non, les deux. Tu vois. Ouais. On est un père pour ses enfants, puis on est un enfant pour sa mère. C'est souvent un lieu commun qu'on donne. Tout à fait. On est ensemble. Non, vraiment les deux sont importants parce que je pense que quand on est chercheur, on a beaucoup, je l'ai dit, on a beaucoup de moments en solitude. On a aussi à des moments c'est difficile, c'est pas toujours facile de travailler dans une institution avec des personnes qui sont différentes, on ne s'est pas choisi, hein, donc c'est pas toujours facile. Parfois on a des moments où moi je doute beaucoup sur mes recherches, sur mes méthodes, sur ma manière de pratiquer, et donc j'ai besoin de la musique pour explorer ce que je ne peux pas explorer dans la recherche. Tu vois, par exemple, lorsque j'ai fait un article sur le Rwanda, sur la littérature qui exprimait la question du Rwanda, le génocide, et j'ai vu des choses tellement horribles, ça m'a heurté, ça m'a blessé même, et donc ce que j'ai fait, j'ai écrit une musique composée pour en fait mettre dans cette musique-là ce que je ressentais que je ne pouvais pas mettre dans l'article. J'aurais pas fait ça, j'aurais gardé ça en moi, et voilà, ça m'aurait pas fait du bien, tu vois. Bien sûr, d'accord. Très bien, merci beaucoup Boita, je pense qu'on peut t'applaudir généreusement.